Bonjour, bienvenue dans cette sixième vidéo du Ready to be Invested programme. Alors voilà, nous sommes dans la sixième partie, comme je disais, le dossier investisseur. Donc après avoir un petit peu justifié de la méthode, parlé de la proposition de valeur, du business model, de la customer traction, du funding, on aborde maintenant le cœur du dossier, la constitution effectivement du dossier investisseur. Pour mes mots, cette vidéo est complétée par une interview de Xavier Peters, qui est notre investisseur maison ici chez Linsquare Meuse-Avest. Je vais donc préparer le terrain en quelque sorte dans cette brève vidéo. Comme d'habitude, les vidéos sont en mode Creative Commons, donc allez-y, distribuez-les, utilisez-les, mais en nous citant, sans usage commercial, sans dérivé et en usage à l'identique. Voilà. L'objectif de cette brève vidéo, on entre au cœur évidemment du programme Ready to be Invest, on va parler du dossier de financement. Le dossier de financement étant le complément indispensable au plan financier qu'on a vu la semaine dernière et au business plan présenté par ailleurs. Alors, dans cette vidéo, on va aborder 4 points, les différents stades de financement, les différents types d'investisseurs, ce qu'on appelle un bon dossier, et quels sont les 13 points qui constituent, selon moi, un dossier investisseur. Les 13 points devront être proposés à la fois en format PowerPoint, mais également en format papier, puisque le PowerPoint sert à faire des présentations, vous serez amené à rencontrer l'investisseur, mais le format papier est indispensable parce que la plupart des investisseurs, ici notamment chez Meuse Avest Linsquare, mais c'est vrai dans la plupart des fonds d'investissement, les dossiers, vous ne les présenterez pas directement aux décideurs, vous le présentez à un analyste financier qui, lui, remet alors le dossier à son comité d'investissement. Et le comité d'investissement, ce sont des indépendants, souvent qui sont gouvernants, ou des gens passifs au fond, qui lisent alors le dossier. Donc ils ont besoin d'avoir une version écrite, simple, compréhensible. Les deux formats sont indispensables et ils ne se contentent pas, c'est évidemment logique, d'une copie des slides, c'est tout à fait autre chose. Alors, introduction d'abord. Quels sont les différents stades de financement d'un projet? J'ai un beau graphe, hein, au départ on part des fondateurs, enfin on part du fondateur, puis différents fondateurs, puis l'approche classique c'est celle qu'on appelle les 3 F, les Full Friends and Family, c'est-à-dire les amis, les fous et la famille qui vous prêtent des sous. Hein. Alors sinon c'est souvent des petits montants, enfin, une famille qui nous prête beaucoup de sous éventuellement, mais en général ce sont des petits montants. L'expression revient à dire voilà, on rassemble un peu de pognon au départ pour démarrer son projet. Il y a pour moi un 4e F aujourd'hui qui sont tous les funding, les crowdfunding, où vous retrouvez avec un board d'actionnaires, par exemple, venant de la foule, et là vous avez tout intérêt à externaliser, notamment sur des plateformes de type MyMicroInvest par exemple, c'est eux qui vont gérer la relation avec les actionnaires et qui auront un seul représentant de leur fonds au sein de votre organisation. Il existe, à ne pas négliger, toutes sortes d'aides, hein, avant la création, il y a les bourses de préactivité, il y a toutes sortes de prêts, etc. Puis, à un moment donné, on arrive dans ce qu'on appelle le seed, c'est-à-dire le moment où votre idée commence à fonctionner et vous cherchez à lever entre 100 et 500 000. Hein. On voit sur le graphique également que les montants que l'on cherche à lever sont corrélés évidemment à la valeur progressivement des entreprises. Et là, en seed, on peut effectivement lever chez les business angels, qui sont en général plutôt des individus, des particuliers, qui veulent passer du temps un petit peu dans les projets, qui ont des économies à investir, ou des fonds spécialisés, alors c'est pas public mais public, privé, alors qui peuvent être publics, peuvent être privés, qui peuvent être mixtes également. Alors c'est intéressant cette distinction parce que selon la nature du fonds, les objectifs des fonds seront de nature différente. Alors vous avez des fonds seed, vous avez ensuite ce qu'on appelle des fonds série A, donc se retrouver, je dirais, un montant plus important, et puis on peut aller jusqu'à la mise en bourse qu'on appelle l'IPO. Voilà. Ce qu'il faut, les éléments auxquels il va falloir réfléchir à ces différents stades, c'est qui sont effectivement les investisseurs, quels sont leurs objectifs, les investisseurs qui investissent parce que ils veulent faire un retour à la société, ils veulent transformer l'économie, et donc là il y aura plutôt une logique sociétale. Vous en avez d'autres qui veulent développer l'économie de leur région, ça va être le cas notamment de pas mal de fonds publics.
Et donc pour eux, le critère important sera peut-être de créer de l'emploi dans la région. Vous avez des fonds mixtes ou privés dont l'objectif sera un mélange, je dirais, d'un objectif spécialisé autour d'une thématique, développer ma région, mais aussi avoir des critères de rentabilité. Vous aurez des fonds purement d'investissement, je ne veux pas dire spéculatif, hein, on pourrait aller jusqu'à des fonds spéculatifs, mais des fonds dont l'idée c'est d'être une alternative à l'épargne et dont l'objectif sera effectivement une certaine rentabilité sur investissement, jusqu'à des montants évidemment importants, dans ce cas-là, voilà. Il faut comprendre quel montant ces fonds peuvent mettre et éventuellement peuvent mettre de manière successive. Hein, Business Angel, c'est super intéressant, mais est-ce que ça va mettre 3 tours successifs, par exemple? Est-ce que votre fonds qui est spécialisé dans le seed va pouvoir vous suivre une fois que vous passerez en série A, etc. Donc il faut évidemment choisir le bon mixte d'investisseurs selon les moments. Et il y aura évidemment la question de la valorisation, qu'on abordera notamment dans l'interview avec Xavier Peters. À quel pourcentage de la valeur de votre entreprise êtes-vous prêt à céder selon les différents stades? Et n'oublions pas que l'ambition, c'est d'aller effectivement, je dirais, jusqu'à une série de stades successifs, jusqu'au moment où vous revendez effectivement votre entreprise. Donc quelle valeur, quelle dilution acceptez-vous? Alors, par rapport à cette réflexion sur les différents stades de l'entreprise, il y a une réflexion sur le type d'investisseur. Et donc, si vous êtes une jeune start-up et que vous êtes au stade seed, hein, qui est un peu l'objet, vous cherchez entre 100 et 500 000 euros pour un pourcentage, je dirais, entre 15 et 40% d'épargne, selon la valorisation, et ceci n'est pas corrélé au 100 à 400, hein, ou 100 à 500, ça dépend vraiment de votre besoin, de vous en êtes, de votre potentiel, de votre vraie opportunité de croissance. Quels sont les différents types d'investisseurs? Alors, il y a plein de sortes d'investisseurs. Vous pouvez être fondateur, vous pouvez être cofondateur, vous pouvez être employé, vous pouvez être full friends, family, vous pouvez être un funding, un crowdselling. Alors, ce n'est pas l'investisseur, c'est de la vente, c'est encore mieux. Il y a toutes sortes d'aides, il y a des business angels, il y a des réseaux de business angels, il y a des fonds publics, des fonds privés, des fonds mixtes, des fonds spécialisés dans le seed qui se proposent d'être des alternatives à l'épargne, des venture capitalistes, des fonds série A, on peut faire de l'IPO, etc. Et comme je le disais, il faut vraiment réfléchir en fonction des différents types d'investisseurs, aux objectifs de ces investisseurs, à leurs ambitions, hein, qu'est-ce qu'ils veulent faire, à leur implication. Est-ce qu'ils vont vous aider? Est-ce qu'ils vont participer? Est-ce que vous souhaitez de l'aide? Ou est-ce que vous préférez plutôt rester tranquille, se le mettre à bord? Ou au type de mentoring que vous pourriez avoir besoin là. Et donc l'aide, elle peut porter sur le développement du business ou sur le développement de l'entrepreneur. Là, on est plus dans du mentoring. Au type de retour, et notamment retour financier. Un investisseur, je dirais, qui se propose d'être un fonds qui investit dans les startups comme une alternative à l'épargne, aura une attente en termes de dividendes ou en tout cas de revente et de plus-value espérée différente forcément d'un fonds qui veut développer la région. Je dis, les uns et les autres souhaitent évidemment réaliser un retour sur investissement, un pourcentage, hein, un taux d'intérêt ou l'équivalent d'un taux d'intérêt, mais les attentes des uns et des autres sont évidemment différentes si les ambitions sont multiples. Alors évidemment, la vitesse de réactivité des uns et des autres peut être différente, la gouvernance des uns et des autres sont différentes, la manière dont ils vont investir, leurs exigences, leur gouvernance, je le disais, également leur capacité, non pas financière, mais financière, et c'est vrai qu'il y a presque une capacité financière, hein, à se fiancer en quelque sorte à long terme avec la start-up. I love start-up. Le projet est-il là pour un seul tour et on prend de la plus-value, ou pour pousser le développement et la croissance de la start-up devenue PME, devenue grande entreprise, jusqu'à une croissance importante, et pourquoi pas devenir un leader mondial, hein, ou un leader local de son secteur? Est-ce que l'ambition de l'investisseur est de vous suivre ou pas? Alors pour moi, il n'y a pas de bons ou de mauvais investisseurs. Il y a des investisseurs dont les objectifs, les ambitions, les implications, les capacités de mentoring, le retour, la capacité financière, les exigences et la gouvernance rencontrent ce que la start-up souhaite. Et donc ça, c'est très 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 important en tant que start-up de se dire, je dois choisir le bon mixte d'investisseurs.
l'impact, c'est évidemment d'abord, l'idéal, c'est de trouver un investisseur qui vous tire le business, un investisseur qui met dans votre projet, mais qui en plus vous ouvre des milliers de clients, ça c'est évidemment formidable. Un truc pas mal, c'est de trouver un mentor, quelqu'un qui, à défaut d'amener plein de clients, vous aide à devenir plus malin et vous permettre de devenir. Un financier, c'est évidemment très chouette aussi. Malheureusement, en termes, si l'ordre d'impact c'est celui-là, l'ordre d'importance, si vous deviez l'enlever qu'un seul, c'est plutôt l'ordre inverse. C'est-à-dire que si vous n'avez, l'idéal, c'est évidemment d'avoir les trois. C'est d'avoir trois investisseurs, un qui amène du business, un qui fait grandir la start-up, et un qui assure effectivement d'être le partenaire financier long terme de votre projet, qui vise de la croissance, qui n'est pas surexigeant en matière de retour, qui peut mettre plusieurs tours, qui suit, qui vous installe dans une gouvernance qui vous prépare à devenir leader mondial, etc. Dans l'ordre d'impact à court terme, on va plutôt du business au financier. Dans l'ordre d'importance à court terme, on va plutôt du financier au business. Donc si vous n'en avez qu'un, prenez un financier. Si vous n'en avez que deux, prenez un financier et un menteur. Si vous en avez les trois, alors prenez les trois. En tout cas, si vous avez plusieurs investisseurs, réfléchissez bien à ne pas prendre nécessairement deux les mêmes. Prendre deux financiers, deux business, deux mentors, etc. Ça peut se faire s'ils s'entendent, mais a priori, il n'y a pas de raison. Il faut toujours choisir des investisseurs avec qui vous vous entendez bien. Il y a vraiment une logique de valeur. Il faut être très très clair sur ce qui est essentiel des objectifs à la gouvernance. Il faut être très clair sur le fait que vous montez à bord d'un même bateau que vous allez copiloter. Vous pouvez être en conflit avec vos investisseurs, c'est votre entreprise, et ce n'est que parce que vous aurez été très clair sur les attentes, vos ambitions, vos souhaits, mais également ceux de votre investisseur, que l'alchimie investisseur-start-up va bien se faire sur l'ensemble des objectifs. Si vous avez différents investisseurs, essayez de ne pas avoir de multiples term sheets, c'est-à-dire essayez d'avoir des conventions d'actionnaires uniques, une seule convention pour l'ensemble des actionnaires, comme ça vous traitez tout le monde de la même façon. Et si vous n'avez pas l'opportunité de trouver les trois, n'en prenez peut-être qu'un, plutôt que deux qui ne, ça n'est pas possible d'en trouver deux, pardon, n'en prenez plutôt qu'un bon, plutôt que deux qui ne s'entendent pas. Voilà. Donc le mix d'investisseurs, la compréhension de l'investisseur, c'est évidemment la clé d'une stratégie investisseur long terme de qualité pour la PME et la start-up. Alors, de là, on arrive à la question, qu'est-ce que c'est un bon dossier de financement? Un bon dossier de financement, pour moi, c'est un dossier qui, en tant que start-up, me permet d'abord de bien figer, de bien écrire, alors on ne fiche jamais pour l'infini, on fiche pour un horizon donné, mais pour un horizon donné, de bien montrer quel est mon plan, quelles sont mes ambitions, et de pouvoir aider mon investisseur à s'y retrouver de la même manière. Alors un bon dossier, selon le type d'investisseur, c'est un dossier qui va permettre de construire, d'aider, d'installer les bases de la relation que vous allez créer avec votre investisseur. Le but du dossier, c'est pas de tout décrire. Le but du dossier, c'est de permettre à votre futur investisseur de comprendre votre projet et de pouvoir décider si effectivement il ou elle se retrouve dans votre dossier. L'objectif, c'est donc que ce bon dossier doit faciliter ce processus de compréhension et de décision du bon dossier. Alors on investit, évidemment, la plupart des investisseurs ne sont pas amoureux des projets, ne sont pas passionnés par tel ou tel secteur, même si certains se spécialisent parce que ça leur permet d'avoir une meilleure compréhension, évidemment, des projets dans lesquels ils investissent. Donc on peut être spécialisé sectoriellement, essentiellement parce qu'il faut pouvoir distinguer effectivement les projets à très fort potentiel de succès de ceux qui sont juste en train de sortir d'une bonne idée, mais généralement, la plupart des investisseurs investissent dans l'accélération d'idées qui fonctionnent déjà. De là l'importance, évidemment, de toute cette théorie de la Customer Traction que j'ai développée, je pense, dans la vidéo 4. Mais on investit plutôt dans l'accélération d'idées qui fonctionnent que dans du temps, des développeurs, du marketing, ou pire, le pire de tout, c'est la start-up qui vient dire « Oh voilà, maintenant j'aimerais bien, j'ai développé mon produit et je voudrais bien payer des vendeurs pour commencer à faire du revenu. » Bon, payer des vendeurs pour commencer à faire du revenu, c'est sans doute la pire histoire, on l'entend 3 fois par semaine, qu'un investisseur évidemment peut entendre. Alors il y a un paradoxe.
c'est que la plupart des investisseurs seed, donc au stade qui nous intéresse, sont des investisseurs à risque, des venture capitalistes. Le mot en anglais est d'ailleurs plus séduisant. Venture, c'est l'aventure, c'est la terre promise, alors que risque, c'est quand même beaucoup moins rigolo. Enfin, le venture capitaliste, qui est donc effectivement en train de surfer et d'investir dans cet espoir formidable que sont les nouveaux projets, aime paradoxalement, même s'il ne va pas le dire, la prédictibilité. Donc là, ce que l'investisseur va chercher à voir, c'est combien vous êtes fiable, combien l'histoire que vous racontez, ou plutôt l'histoire que vous allez exécuter, va ressembler à celle que vous avez racontée. Et donc vous avez tout intérêt, c'est une espèce de contradiction, d'oxymore comme ça, où bien qu'investisseur dans du capital risque, l'investisseur va chercher à être dans une histoire prévisible, où lorsque l'histoire change, ça va toujours changer pour des bonnes raisons, soit le monde a changé, soit on va vers mieux. Voilà. Dans un bon dossier investisseur, sera également abordée la question de la valorisation, que je traiterai dans l'interview séparée avec Xavier Peters dans la vidéo 6 bis, donc qui complète celle-ci. En gros, la question de la valo est une question complexe. Il ne faut ni lever trop bas, ni lever trop haut. Pas lever trop bas parce qu'on est complètement dilué. Pas lever trop haut parce que lors du tour suivant, n'oublions pas que la valo, ça n'a de l'importance qu'au moment effectivement où on va vendre. Donc il ne faudra pas faire une levée, mais une succession probablement de levées jusqu'à une vente. Et cette succession de levées n'est possible qu'ici, à chaque tour, effectivement, l'entreprise a suffisamment grandi et créé de valeur que pour que la valorisation, à un moment donné, soit toujours alignée avec la valeur créée. Et donc, il faut prendre un pourcentage de valo qui, s'il est trop élevé, si le porteur de projet garde un montant vraiment très 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 important, je garde 90% de la valeur et je l'ai 20 millions, si l'année suivante, vous voulez relever à nouveau, potentiellement, vous démarrez avec une pseudo-valo de 10 millions, puisque vous avez reçu... voilà. Et si à ce moment-là, en regardant vos chiffres, vous faites par exemple 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors que vous avez une pseudo-valo de 10 millions, dans un business où ça tourne beaucoup, je ne dis pas dans le pharmaceutique, ça c'est autre chose, mais dans un business, voilà, on va regarder à un moment donné, au premier tour, on va regarder la promesse, donc on peut vous croire sur votre histoire, mais lors des tours suivants, on va comparer effectivement les résultats et en gros les métriques de vie de l'entreprise. On va regarder, tiens, une entreprise qui fait autant de chiffre d'affaires, qui a autant de collaborateurs, qui tourne comme ça, qui a déposé tel et tel brevet, etc. Ça vaut combien? Plus la boîte existe, plus effectivement on peut donner une espèce de valeur extérieure objective qui devra rester évidemment cohérente avec la valeur du premier tour. Et on voit énormément de projets qui échouent parce qu'à un moment donné, les projets effectivement sont désalignés entre la valeur qui a été imaginée ou anticipée au premier tour et la valorisation des seconds tours. Et donc on ne trouve jamais d'actionnaires qui veulent rentrer dans des conditions négatives de second tour. Alors, dans une histoire comme celle-là, un bon dossier, donc si vous avez effectivement une capacité de construire la relation, de faciliter le processus, etc., on va voir les constituants d'un bon dossier dans 2 minutes, il faut effectivement fournir une version une version texte, alors moi je dirais 10 à 15 pages maximum avec le reste en annexe, parce que n'oublions pas, l'investisseur doit pouvoir lire, donc l'idéal c'est un executive summary, 15 pages derrière, éventuellement des annexes avec des détails, et de sorte que ce soit très lisible, ça doit aller à l'essentiel, c'est extrêmement compliqué en fait d'aller à l'essentiel. La capacité de synthèse est une démonstration évidemment incroyable de la bonne gouvernance anticipée de la start-up, et idéalement une version PowerPoint. Alors moi je recommande toujours 10 slides, 20 minutes et des fonts en 30, c'est pas moi, c'est Guy Kawasaki en fait. Et donc effectivement la version PowerPoint elle doit être percutante, on verra dans une prochaine vidéo que Bruno Wattenberg va nous enregistrer. La capacité de pitch effectivement de la start-up, c'est d'avoir une version killer. Mais en tout cas en termes de documents, il faut une version texte et une présentation. Voilà, alors ça nous amène dans la quatrième partie de cette présentation, les 13 points, alors c'est ma grille de lecture, mais je pense qu'elle est assez universelle, les 13 points d'un dossier idéal investisseur. Alors, je l'ai déjà brièvement présenté, 13 points, on va aller du pain à la demande.
voyons en détail ce que comprennent ces différents points. Alors pour moi, le dossier idéal qui correspond également à la grille de lecture, quelque part, de l'investisseur. Hein, ce que l'investisseur va chercher à faire, c'est quelque part à se marier avec votre entreprise. Alors bon, selon évidemment son ambition, la manière de lire, les curseurs varieront. Hein, si je cherche la rentabilité financière ou de l'emploi dans la région ou le développement, je dirais, d'un secteur, parce que je suis moi-même un business angel qui vient d'un monde où on fournit de la technologie dans ce secteur, je peux évidemment avoir des perspectives et des lectures et des curseurs que je vais placer différemment, mais globalement, les choses attendues dans le business plan idéal vont évidemment se ressembler. Et la première chose, c'est une histoire autour de la frustration, du pain. On dit toujours no pain, no gain. Donc si vous n'abordez pas une problématique business, si vous dites simplement moi j'ai inventé une nouvelle technologie, bah, c'est peut-être super comme projet, mais l'idéal c'est de pouvoir adresser effectivement une problématique. Je suis plus intéressé par les types d'opportunités business que vous allez pouvoir aborder avec votre nouvelle technologie que par la technologie elle-même. Typiquement, on le voit dans la vidéo numéro 2 de ce programme Value Proposition Canvas, les pains, ça décrit ce qui peut ennuyer vos clients avant ou après une problématique donnée, un get job, tout simplement des choses qui les empêchent d'adresser. Si vous ne captez pas le concept de pain ou de frustration au business, je vous invite à reconsulter effectivement la vidéo numéro 2, Value Proposition Canvas, de cette même série de vidéos. Alors, face à une problématique donnée, il faut alors amener votre idée, votre proposition de valeur à vous, c'est quoi? N'hésitez pas avec de Big Hairy Audacious Goal, qui est véritablement une proposition stratégique d'une vision sur comment vous allez vraiment organiser votre business pour adresser effectivement le pain en question. Votre idée à vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre business? Ça va tourner comment? Là-dessus, la question, c'est quel va être le marché. Alors là, autant la culture anglo-saxonne est extrêmement fact and figures, autant dans les dossiers qu'on reçoit ici en Wallonie, en Europe, enfin en Belgique, en Europe, il y a quand même beaucoup d'approximations. Distinguez bien le marché total disponible, ce qu'on appelle le TAM, le SAM, celui qui sont déjà servi, le Ideal Market, le YAM, Ideal Available Market, donc c'est le reste, c'est le marché qui n'est pas encore servi, et dans celui qui est servi, ce qu'on appelle le SOM, c'est-à-dire celui que l'on peut effectivement obtenir parmi ceux qui peuvent être effectivement accessibles. Donc ce sont différentes notions. Trop souvent, les gens nous disent oh, le marché mondial c'est autant. Oui, d'accord, mais moi je suis beaucoup plus intéressé par ton carnet de commandes. Qu'est-ce que toi tu as dans le pipeline, ou comment vas-tu remplir le pipeline, donc finalement ton somme, qu'est-ce que toi tu vas pouvoir adresser, avec quels moyens et de quelle manière, plutôt que l'ensemble du marché mondial, dont peut-être 3/4 des gens sont déjà actuellement servis, et 50% sont en Chine où on ne va pas aller, quoi. Ou si on y va, alors il faut effectivement expliquer comment, avec quels moyens, de quelle manière, etc. L'autre élément, c'est vous avez une bonne idée, il y a un marché, vous avez spoté quelque chose, un marché, vous avez une idée originale. La vraie question, c'est en quoi êtes-vous original? Quel est votre unique selling point? Est-ce que vous avez juste imaginé un marché, si moi je dis, oh, vous savez, le futur de la neurochirurgie, c'est l'utilisation de la robotique au-dessus du cerveau, formidable, Ben, c'est une idée extraordinaire, oui, d'ailleurs le marché est extrêmement important, bien, formidable, et toi Ben? Ah ben moi, je suis économiste, et donc je ne suis pas chirurgien, j'y connais rien, j'ai pas de contact là-dedans, je ne suis pas le bon interlocuteur. Okay, donc pour moi, je crois très peu, en fait, personnellement, aux projets dans lesquels l'interlocuteur n'est pas déjà significativement bon. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de business, c'est les 20 derniers pourcents de l'effort qui vont amener les résultats. Et donc, si vous devez consacrer de l'énergie aux 80% de base, parce que vous ne connaissez pas encore le métier, vous ne connaissez pas les contacts, vous n'êtes pas dans ce métier, ce n'est pas votre truc, vous allez gaspiller toute votre énergie de départ à faire des choses qui pourraient être facilement abordées, se dire dans un domaine que vous connaîtriez. Et donc,
c'est clair que dans beaucoup de projets, la capacité à exécuter est essentielle et la différence entre good and great, hein, entre bon et fantastique, c'est dans les derniers détails. Et donc, vous devez déjà avoir quelque chose de remarquable. Beaucoup de projets ont juste ce qu'on appelle le first mover advantage. C'est une façon élégante de dire ouais, on est les premiers à avoir pensé, ce qui est beaucoup moins. Bon, si vous êtes juste les premiers à avoir pensé, alors dites que vous avez un first mover advantage, ça fait déjà beaucoup mieux, mais alors expliquez surtout comment vous allez garder ce first mover advantage. Parfois, c'est suffisant de trouver son petit océan bleu et de s'installer. Et une fois que vous êtes installé, la barrière à l'entrée devient une barrière de substitution, et pourquoi pas. C'est évidemment beaucoup plus faible qu'un vrai différenciateur, que des années de recherche où vous êtes très compliqué à copier parce que vous êtes un spécialiste du secteur, etc. Mais voilà, si ce n'est qu'une bonne idée, essayez plutôt alors de regarder comment vous allez conserver votre first mover advantage. Vient ensuite la question du positionnement vis-à-vis des concurrents. Alors pour tous les projets, on doit pouvoir faire un graphique de ce type-là. C'est-à-dire que ce n'est pas grave qu'il y ait des concurrents. Moi, je trouve ça même relativement sain. S'il y a des concurrents, c'est-à-dire qu'il y a un marché, probablement. Vous n'êtes pas le seul fou à vouloir aborder l'idée que vous abordez. Donc, c'est plutôt positif qu'il y ait effectivement un marché, qu'il y ait des concurrents. La vraie question, c'est dans l'esprit du client, y a-t-il des axes, des critères qui sont importants pour les clients qui vous permettront de trouver alors un segment, un sous-ensemble de clients, ce qu'on va appeler votre océan bleu, la théorie de l'océan bleu, dans lequel vous arriverez à vous positionner de manière unique. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier pour combien de clients les critères que vous évoquez sont des critères qui sont importants. Et ça va nous amener à la question de la segmentation. La segmentation, c'est êtes-vous capable d'identifier des sous-clients, des sous-groupes de clients, et on voit à gauche un modèle de ce qu'on appelle un persona, et on voit que le persona, on imagine la personne, voilà, il s'agit de 14% de la population, ont 35 et 44 ans, c'est 24,6 millions, qu'est-ce qui est important pour eux, blablabla, et donc avoir des métriques, comprendre de manière fact and figures le sous-groupe de personnes qui correspondent exactement aux gens qui sont sensibles aux arguments que vous avancez naturellement dans la concurrence. C'est-à-dire pour ces segments, les arguments avancés vous permettent de vous positionner comme un leader potentiel. Là-dessus, on va s'interroger sur, vous devez pouvoir raconter ce que vous avez déjà fait. Alors évidemment, sur base des critères qui sont un petit peu ceux qui constituent l'équilibre du succès d'une start-up, voire la vidéo numéro 1, les raisons pour lesquelles les start-up se plantent, c'est un prémature scaling d'une des 5 dimensions clés évoquées ici. Et donc la question c'est en termes de produits, de services, de business développement, moi je radoute de communication, première success stories, de funding, de team, vous en êtes tout, de business model également, vous en êtes tout, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez accumulé comme premiers éléments sur lesquels vous allez fonder le démarrage de votre projet de start-up. Là-dessus, on a besoin, comme nous l'avons évoqué dans la vidéo précédente, la vidéo 5, du PNL carton de bière. Moi, j'ai besoin d'une compréhension de base de la finance de votre entreprise, comment vous allez gagner de l'argent, c'est quoi votre business model. Bien entendu, ce PNL carton de bière devrait être complété. Mais moi, j'aime bien, dans un dossier investisseur, avoir le PNL carton de bière au-delà du plan financier, parce que ça me permet de comprendre les ressorts. Ça ne sert à rien de me donner 50 feuilles en Excel dans lesquelles j'ai besoin d'une heure pour piger un petit peu les tenants et aboutissants. Moi, ce que je veux d'abord, c'est comprendre les grandes lignes et ensuite voir traduire ça dans un plan financier détaillé. Dans votre plan financier, dans votre carton de bière, ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est l'analyse des risques. Quels sont les grands facteurs qui pourraient faire changer votre business? Qu'est-ce qui fait que votre business pourrait être très successful, ça serait vraiment très fort,
ou pourrait déraper. Et alors surtout, qu'est-ce que vous faites pour empêcher, bien entendu, que votre business dérape? La meilleure façon d'empêcher qu'un business dérape, c'est de piger quels sont les facteurs de risque, et puis de mettre en place des outils, des politiques, des indicateurs, des CRM, des tableaux de bord, je n'en sais rien, qui vous permettent de suivre effectivement les facteurs de risque potentiels. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est quoi votre approche lean, hein? Où est-ce que vous en êtes? Comment vous avez développé jusqu'ici? Et on arrive évidemment à la question fondamentale, c'est quelle est votre demande en matière de funding? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un prêt d'amorçage et vous cherchez de l'equity? Pour combien? Vous avez besoin de 200 000 euros, ok, super, pourquoi faire? Ah, voilà ce que je compte faire. Mais alors il faut détailler dans le temps, il faut dire, voilà, j'ai besoin de 200 000 euros pour conquérir le marché belge ou conquérir le marché européen à travers une approche marketing. Alors il ne faut pas juste dire j'ai besoin de 200 000 euros, 30% en marketing, 40% en recherche et développement et les 30% restants pour acheter des nouveaux ordinateurs pour nos développeurs. Hein, c'est pas ça. Moi, j'ai besoin de savoir dans le temps à quoi ça sert, comment ça vous aide à avancer, ce que vous allez faire, où est-ce que vous allez aller. Quand vous aurez dépensé ces 200 000 euros, vous serez où? Ah ben mon objectif, c'est d'avoir atteint le seuil de rentabilité, ce qui passe par 200 ventes par an, ces ventes sont régulières, mes clients me payent à autant, donc vous avez une vision d'où vous allez, bien entendu. Le plan financier de cela, la traduction, si vous dites j'ai besoin d'autant pour mener telle et telle politique de manière assez précise, hein, voilà comment ça va se distribuer, et voilà où nous allons atteindre, l'objectif que nous atteignons, ou les objectifs que nous allons atteindre, au minimum vous devez atteindre une capacité à rebondir vers la suite, c'est-à-dire idéalement un seuil de rentabilité ou un niveau à partir duquel vous pouvez lever un deuxième tour, mais pour de bonnes raisons, parce que ce que vous aurez atteint comme résultat constituera une base solide pour la suite. Alors vous devez compléter avec un plan, non pas final, mais financier, hein, avec évidemment une logique de résultat, montrer compte de résultats prévisionnels, et une trésorerie, puisque, je le rappelle, c'est le besoin de fonds de roulement ou le pic maximum de trésorerie négative qui est financé par l'investisseur. Il faut nous parler de l'équipe, ça c'est méga important, pour beaucoup d'investisseurs c'est le critère numéro 1. Il faut montrer que les membres de l'équipe sont complémentaires. Il faut rappeler que, il faut peut-être expliquer les valeurs qui motive l'équipe, parce que en cas de dispute entre des personnes, ben, les personnes peuvent ne pas s'entendre parce qu'on n'avait pas compris tout le contexte, on n'avait pas défini les règles dans une situation, mais ce qui va réconcilier ou disputer de manière définitive, hein, ou qui va assurer à long terme, disons, la qualité d'une équipe, c'est le partage de valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la motivation profonde des uns et des autres se retrouve autour d'un même ensemble de valeurs. Autre élément très important, l'expérience évidemment de l'équipe, pas en général, mais l'expérience de l'équipe envers effectivement l'objectif, hein, ou en regard de l'objectif et du projet de start-up que vous présentez. Il faut présenter la nature de la demande. Il faut dire, voilà, moi ce que je veux faire, hein, comme je le disais avec le funding, c'est, est-ce que je cherche de l'equity, de l'amorçage, qu'est-ce que je vais en faire, où est-ce que je vais aller, ça c'est évidemment je dirais un petit peu le slide de synthèse, hein, c'est ce que vous concluez. On voit que c'est à la fois extrêmement compliqué et très simple. C'est simple parce que, en gros, il y a une partie qualitative, une partie quantitative. C'est ce que Xavier Peters dit aussi. Il dit voilà, moi j'ai besoin des chiffres parce que je vais financer le trou de trésorerie négatif et j'ai besoin de comprendre le contexte. Ceci est un développement, disons, un peu plus détaillé de l'ensemble des points que l'on peut souhaiter voir, avec évidemment des éléments qualitatifs, très importants de bien comprendre, surtout de voir si vous-même vous êtes fixé des étapes, des objectifs, vous voyez avancer, et surtout vous savez où vous allez. Hein, un business plan idéal, c'est pas juste je cherche 200 000 euros parce que c'est l'ensemble des coûts pour la prochaine année, quoi. Ouais, c'est flagrant de constater qu'encore presque 70-80% des dossiers arrivent globalement avec ça. Et quand on demande aux gens où est-ce que vous serez dans un an, ah ben, j'espère que tout ira bien. Ben, hope is not a strategy. On ne fait pas ça. On regarde plutôt... on ne construit pas un plan financier en bottom-up, on le construit en top-down. On regarde où on veut aller, et en fonction d'où vous voulez aller, vous regardez ce dont vous avez besoin. Vous ne vous dites pas, je pars pour un an et je verrai bien.
Hein, vous devez imaginer le plan financier comme l'alpiniste qui grimpe une montagne. Selon le type de montagne que vous voulez grimper, vous montez votre sac différemment. Si vous allez passer du glacier, ben, il faut emporter des crampons. Si vous ne faites que du rocher, ça ne sert à rien de vous charger de crampons, etc. De la même manière, si vous savez où vous voulez aller en tant qu'investisseur, en tant que start-up, ben, vous regardez ce dont vous avez besoin et vous montez ce dont vous avez besoin et vous expliquez, mon projet c'est grimper le Mont Blanc, je vais y aller en 3 temps, je dors à tête trousse, je vais au goûter, je fonce au-dessus, et selon les étapes, j'ai besoin de tel et tel ensemble de matériel. Et bien c'est pareil pour un business plan de projet de start-up. Voilà, dans cette brève vidéo, on a parlé effectivement donc de 4 points, des stades de financement, des différents types d'investisseurs. On a vu qu'ils sont nombreux, qu'ils ont de multiples agendas, et que ce qui est vraiment malin, c'est de trouver le bon mixte qu'on peut souhaiter avoir des investisseurs pour vous tirer le business, pour avancer avec votre business, pour mentorer les porteurs de projets ou pour avoir un partenaire financier à court, moyen, long terme, que l'idéal c'est de mixer évidemment les différentes choses. On a vu qu'un bon dossier, c'est un dossier qui permet cette rencontre avec l'investisseur, qui a un format, et que les 13 points du dossier investisseur, bah, c'est une grille de lecture standard qui permet effectivement cette rencontre entre start-up et investisseurs, rencontre pour laquelle il est quand même utile de prendre le temps de s'assurer qu'elle s'inscrit dans une certaine dynamique et logique à long terme. Cette vidéo est complétée par une interview dans une autre vidéo que je réalise de Xavier Peters, qui nous explique un petit peu son point de vue d'investisseur. Il est très complémentaire, hein, on va sensiblement dire la même chose, mais on va aborder dans 6 questions à notre investisseur, 6 questions autour des thématiques de valo, de type d'investissement, de type de projet, etc. Je vous invite à regarder cette seconde vidéo pour compléter effectivement celle-ci. Dans cette vidéo, on parlera qu'est-ce que c'est un prêt d'amorçage, qu'est-ce que c'est un investissement d'equity, comment est-ce qu'on évalue la valeur d'une entreprise, c'est quoi une bonne valorisation, comment écrire un bon dossier, hein, ça reprend globalement nos 13 points ici, mais avec le regard investisseur, donc on verra sa grille de lecture et quels sont justement les critères utilisés par un investisseur. Voilà, je vous remercie. Il reste 3 vidéos, enfin 7, 8, 9 dans cette série. Ces vidéos se trouveront sur cette chaîne YouTube. J'espère avoir l'opportunité de vous aider à bien monter votre dossier avec cette vidéo-ci. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas évidemment à venir nous trouver chez Leansquare, www.leansquare.be. Nous organisons régulièrement des workshops de type Ready to be Invested, donc c'est une version rentrée dans votre dossier, et on organise également des One Hour Challenge, donc onehourchallenge.be ou ohc@leansquare.be, durant lesquels on est ravi de vous donner un premier feedback sur d'éventuels dossiers d'investissement que vous seriez en train de monter et pour lesquels nous pourrions éventuellement être intéressés de vous rencontrer. Voilà, bonne journée, merci.